On va parler des jeunes, de l'engagement et de la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des réponses, et on l'a encore vu récemment avec l'accord entre le MEDEF et les syndicats, on parle des jeunes uniquement à travers de l'emploi, comme s'il n'y avait que ça comme interrogation et comme perspective, voire prospective. En même temps, il y en a beaucoup qui, une fois formés, et malheureusement pour ceux qui ont le plus de valeur ajoutée, s'en vont à l'étranger et parfois ne reviennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont perdus pour la richesse de ce pays. Alors, qu'est-ce qui peut advenir à terme? Est-ce qu'ils ont le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment qu'en effet ce pays n'a plus rien à vous dire, ou ne vous comprend plus, ou vous ne le comprenez plus? C'est un peu ce qu'on va essayer de dégager comme piste pendant 7h15, 7h30 que nous allons passer ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de commencer et puis d'entendre un peu nos trois invités donner un peu leur regard, je vous propose de regarder une vidéo tournée justement par l'équipe avec Christophe, Adrien et Bérangère sur certains de vos camarades sur le thème « C'est quoi l'engagement ?» On regarde et puis bien sûr après ça va alimenter notre débat. La réponse va arriver. Alors pour moi, l'engagement, c'est le fait de s'impliquer dans quelque chose à fond, de ne pas hésiter, et, voilà, d'être engagé. L'engagement pour moi, c'est décider de faire quelque chose et de s'y tenir. Rester fidèle à une promesse. Pour moi, l'engagement, ça représente un couple qui se marie, il s'engage. Alors pour moi, l'engagement, c'est tout d'abord de la disponibilité, être à fond dans son travail ou dans ce pourquoi on s'est engagé, ça, pour le mariage, donc faire tout pour que son mariage réussisse. L'engagement, c'est le respect de valeurs et le respect de gens qui sont engagés avec nous, avec qui on travaille. Alors pour moi, l'engagement, il peut prendre deux formes différentes, c'est-à-dire l'engagement par rapport aux autres et l'engagement personnel. L'engagement personnel, ce serait peut-être la détermination, l'enthousiasme qu'on peut apporter, et l'engagement par rapport aux autres, ça s'apparenterait plus à du respect, à ce que l'on peut faire ensemble, construire et aller de l'avant. Pour moi, l'engagement, c'est de créer une relation de confiance et durable. L'engagement, pour moi, c'est tenter des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc l'engagement, par exemple, ça peut être dans le cas d'actions humanitaires, enfin, ça pourrait être un cas de conscience et souhaiter venir en aide aux autres. S'engager dans la vie de l'école, c'est par exemple travailler pour que l'école avance, donc par exemple faire partie d'un BDE pour que tout le monde se connaisse et l'école se développe. Quand on s'engage, c'est qu'on s'engage à quelque chose de concret en principe. Donc on a des obligations, on a des devoirs, on a des droits, parce que forcément si on s'engage, c'est que forcément c'est positif pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a des devoirs en contrepartie et souvent c'est pour ça que les gens hésitent à s'engager, c'est parce qu'il y a souvent plus de devoirs que de droits. L'engagement pour moi c'est un investissement personnel, c'est vis-à-vis des valeurs de l'individu et ce à quoi il tient à cœur pour faire avancer le monde dans le bon côté. Pour moi l'engagement ça correspond aux responsabilités et c'est un engagement, c'est toujours vis-à-vis de quelqu'un et c'est donc se donner de soi-même et donc avoir un objectif et tenir cet objectif. Donc l'engagement, c'est des responsabilités par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même. Ça peut être professionnel par rapport à un contrat ou personnel dans sa vie privée. Pour moi, l'engagement, c'est participer et se donner à la société, être là pour les personnes pauvres et aider les personnes. Réaction à ce petit film et puis votre regard justement sur la société par rapport à celle que vous aviez connue quand vous aviez leur âge. La notion d'engagement, c'est très intéressant toujours de se rappeler les mots. Et l'engagement, c'est se porter engage. Donc à la base, c'était quand on avait une dette et qu'on n'était pas capable de payer cette dette, on se donnait et ça permettait de rembourser la dette. Et on était libre, on sortait d'une forme d'esclavage quand on avait fini de rembourser sa propre dette. Donc c'est intéressant de le mettre au spectre de l'engagement de ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Et au regard de ma propre expérience, quand moi je suis parti comme volontaire donc dans une mission d'engagement, c'était au début des années 90, à une époque où en France il y avait encore le service militaire et où on était engagé au sens de la dette pour le coup, et où la plupart c'est 80% des jeunes qui partaient en volontariat à cette époque-là, partaient dans le cadre de leur service militaire. Et au milieu des années 90, quand on a supprimé le service militaire, il y a eu une grande inquiétude dans le monde de l'engagement,
en se disant peut-être qu'en supprimant le service militaire, on va supprimer l'engagement de volontariat à l'international. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. À l'inverse, on a eu un engagement très fort avec une population qui a changé, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% de filles qui s'engagent en volontariat international, qui ont cette ambition d'aller découvrir le monde dans des pays pas toujours simples. Mais il y a surtout un engagement démultiplié, avec un regard sur le monde plus ouvert, et pas forcément l'envie d'aller aider les autres, mais surtout l'envie de mieux connaître le monde. Jean-Marie Cavada, est-ce que l'engagement commence quand vous sortez du journalisme? Je pourrais dire, par exemple, que moi, je suis devenu journaliste par peur. Quand j'étais tout jeune homme, élevé dans des circonstances extrêmement précaires par l'assistance publique et des familles qui m'élevaient, etc. Et puis est arrivée l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques. Et pour moi, c'était une possibilité, un risque qu'une nouvelle guerre mondiale recommence. Et la guerre, j'avais une petite idée de ce que c'était, parce qu'on avait fusillé sous nos yeux de bambins, j'avais 3 ans, des maquisards, et je me souviens très bien encore aujourd'hui de l'éclair qui sort des fusils et des types qui tombent le long de leur corps, comme ça, vous voyez. Et sans compter la misère, sans compter les très grosses difficultés. Et pour moi, je suis devenu journaliste un peu, bon, ça va vous paraître fanfaron et même prétentieux de dire ça, je vais quand même le dire, parce que je voulais être quelque part dans un des centres où on voit passer les décisions, les contradictions, et que peut-être on était un peu plus à l'abri en voyant venir d'un peu plus loin. Vous voyez, c'est assez compliqué ce que j'explique, parce que je ne l'explique pas très bien. Est-ce que c'est pas vivre l'histoire, in fine? Naturellement. Alors ça, c'est carrément physique. Je pense que quand on devient drogué d'une certaine manière, et si on arrive à un bon niveau de journalisme, en effet, on est très proche des événements et on vibre un peu comme les musiciens qui interprètent Mozart sont souvent assis sur le tabouret de Mozart devant le piano. Les peintres sont un peu Picasso, et les journalistes sont un peu près de l'action. Moi, si je dois vous parler de mon engagement, celui de journaliste a été extrêmement profond, et je dois vous dire qu'il m'a rendu souvent malheureux et en général extrêmement heureux, parce que vous ne pouvez pas voir les choses de ce monde, c'est un peu comme vous d'ailleurs, et rentrer chez vous le soir tranquille en sifflotant et en vous disant c'est pas grave, moi je suis tranquille, j'ai le chauffage, l'eau courante et j'ai tout ce qu'il me faut. Ou alors vous n'avez aucune empathie pour ce dont il s'agit, et naturellement là c'est un métier superficiel. Et puis il y a l'engagement public plus nettement évident auquel vous faites allusion, qui est celui de m'occuper de l'Europe. Mais vous savez, c'est la même chose. L'Europe a été pour moi, si on me demande de quoi il s'agit, c'est la seule façon de... La bataille pour la construction de l'Europe m'est toujours apparue comme une bataille pour la paix, naturellement, par le moyen de la prospérité. Pour faire quoi? Pour faire un continent, une puissance démocratique, c'est-à-dire où on vit bien, dans de bonnes conditions. Et je ne fais pas allusion seulement à l'économie, qui naturellement en ce moment souffre beaucoup, mais où en tout cas, par-dessus tout ça, le but de l'Europe, et c'est ce à quoi je me suis toujours consacré aujourd'hui encore, c'est que c'est un continent qui respecte plus que tout autre les libertés individuelles, les libertés collectives, et cet engagement, du coup, valait la peine. On a remarqué que dans la vidéo, aucun des étudiants interrogés n'a parlé d'engagement politique. En sous-jacent, on sentait bien qu'ils avaient envie d'aller plutôt dans des, on va dire dans des actions conséquences de valeurs qui leur étaient chères, et chacune les siennes, bien sûr, mais aucun n'a parlé de politique. Et vous, justement, c'est le moment où vous rentrez en politique, où on peut considérer quelque part que vous mettez à ce moment-là votre action en adéquation avec vos valeurs. Si j'en juge parce que les chansonniers disent dans ce pays, c'est un peu comme si un juge ou un procureur passait tout d'un coup du côté des gangs. Naturellement, ici, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Oui. En tout cas, passer du côté des malfrats. Puisqu'au fond, les gens qui font de la politique ont une très mauvaise réputation, sont censés être corrompus. C'est tout juste si on les trouve intelligents, d'ailleurs pas toujours. La plupart. Bon, tout ça est naturellement absolument absurde. Et il faut prendre sa responsabilité à un haut niveau, comme chez les écrivains, les infirmiers, les médecins, les entrepreneurs, les plombiers. Il y a des biens et il y en a des pas biens. Moi, je crois que le genre humain est fait de cette manière que Dieu merci. Il y a de l'espoir à avoir parmi presque... J'allais dire tous les individus, et en tout cas beaucoup d'individus. Et moi, je suis rentré dans la vie publique, et non pas la politique,
Alors ça passe un peu par une classification immanquablement, parce que le système électoral vous demande des étiquettes, des affiches. Mais moi-même, je suis dans une profonde contradiction. Mon meilleur ami dans la vie, c'est Michel Rocard. Je suis un homme de Jacques Delors et de Rocard, centre-gauche, et je me trouve dans une alliance électorale centre-droit. C'est un peu absurde, mais quand on vit à l'extérieur des frontières, comme c'est mon cas, c'est-à-dire dans les affaires européennes, là, on vit à l'abri de tout ça, parce qu'au Parlement européen, personne n'a de majorité. Et donc, on est obligé de se mettre autour d'une table pour négocier avec la gauche, avec les Verts, avec la droite, les textes que vous voulez faire passer, parce que l'arrogance est interdite dans ce milieu, du fait même que personne n'a de majorité, c'est une très bonne chose. C'est une école de modestie. Mais moi, je l'ai fait parce que je voulais être au plus proche de l'histoire. Et franchement, si je parle de l'Europe, je ne saurais pas en parler autrement que comme une sorte de fleuve qui nourrit l'histoire. Anne-Sophie Panseri, même question. Quand vous voyez votre réaction à ce qu'on appelle dans notre jargon un micro-trottoir, et puis votre regard sur l'engagement. Pour moi, l'engagement entre maintenant et plus jeune, moi, je dirais que j'ai perçu l'engagement quand je suis devenue mère. Je n'étais pas forcément dans cette sphère-là. Ensuite, je ne suis pas surprise du lien entre la famille et la définition de l'engagement, parce que je pense qu'en France, on est bienveillant sur notre environnement familial, et c'est plutôt une sphère où on se sent bien. Donc, humainement, on allie ça à l'engagement de notre environnement familial, et je pense qu'on est plus dans la défiance dans la sphère économique et dans la sphère politique aussi d'ailleurs. Alors justement, par rapport à ce que vous avez connu quand vous aviez leur âge, est-ce que vous avez le sentiment que la société d'aujourd'hui dialogue avec ces jeunes, au-delà justement des problèmes plus techniques, de dire on va faire une aide pour leur permettre d'avoir un job, etc. Ce qui reste quand même de l'ordre du technique et pas tellement ni du politique, ni de l'empathie avec la jeune génération. On va dire que les générations ne sont pas les mêmes. Je pense que la société est beaucoup plus violente aujourd'hui. Mais je pense que la génération nous bouscule aussi beaucoup dans l'entreprise. Enfin, moi, je vois le côté entreprise. Nous bouscule beaucoup aussi sur nos modes de management, et on reparlera aussi de cette notion de ces jeunes qui partent, des savoir-faire qui s'en vont du territoire. Et je pense qu'il faut aussi reformater le cadre bienveillant de l'entreprise pour les faire revenir, et que c'est tout notre mode de management qu'on est en train de rebâtir aussi. Et le mot confiance, pour moi, revient vraiment dans cette relation qu'on peut avoir avec les jeunes dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur sur ça avec eux. Enfin, en tous les cas, ma perception de ma relation avec les jeunes dans l'entreprise. Jean-Marie Cavada, est-ce que vous avez le sentiment que votre regard par rapport à quand vous aviez avoir 20 ans il y a quelques temps et avoir 20 ans aujourd'hui, vous diriez quoi ? D'abord, moi, je suis arrivé à la vingtaine dans des années qui, économiquement, étaient naturellement plus agréables que maintenant. Bon, quand j'ai dit ça, cependant, je n'ai pas dit grand-chose, parce que d'abord, moi, je suis un peu fatigué de ce discours démoralisant qui s'ajoute à la réalité économique qui pèse sur les épaules. Et de toute façon, même quand c'était facile, ça n'était pas tout à fait facile. Je crois que c'est très important de penser qu'on vaut mieux que le climat ambiant et qu'on est plus important que soi-même. On n'a pas passé des années à s'éduquer, se former, à être à la disposition de tous, les familles, l'environnement, l'école, etc., pour finir par le petit chat de l'aiguille, c'est-à-dire le trou de l'humilité absolue. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Je pense que si vous avez envie de casser des choses, changer le monde, il faut le faire. De toute façon, ce monde s'ennuie. De toute façon, il est individualiste, et que la chaîne des générosités, des mains tendues, et je dirais d'une sorte de véritable volonté d'amener un peu de chair humaine dans des systèmes froids ne sera pas de trop. Par conséquent, ce qu'on vous dit est vrai, mais ça n'a pas d'importance. Vous ferez votre chemin malgré ça, et Dieu merci, ça marchera. Emmanuel Poilane, même question. Moi, je dirais que aujourd'hui, je regrette que l'État n'ait pas plus d'ambition pour permettre à nos jeunes de partir. Parce qu'il ne faut pas penser que nos jeunes vont partir sans revenir. Plus on permettra à nos jeunes de partir, plus ils auront envie de revenir et de réinvestir
ce qu'ils auront vu du monde à l'extérieur. À la limite, vous êtes en train de dire que c'est que quand c'est eux-mêmes qui partent d'eux-mêmes, sans un environnement, sans justement l'aide des pouvoirs publics ou de leur pays, c'est là où ils ne reviennent pas, alors que sinon ils pourraient revenir presque. Moi, je le pense vraiment, parce que si on les aide à partir, si on met les moyens nécessaires pour faire en sorte que les jeunes puissent partir et avoir envie de revenir, c'est une autre France qui va se construire derrière. Et puis aujourd'hui, on est, qu'on le veuille ou non, dans un monde globalisé, qui a à la fois des pays occidentaux, on a à la fois les briques qui émergent, on a le sud du monde qui a d'autres valeurs, d'autres regards sur des richesses qui sont plus humanistes que matérielles. Et au regard de tous les jeunes que j'ai vus partir et revenir du sud du monde notamment, on retrouve derrière des jeunes qui ne vont pas s'embarrasser de petits ennuis matériels, mais qui au contraire vont être des moteurs du développement de la société avec une ambition humaniste beaucoup plus forte. Adrien, peut-être, oui. Oui, j'ai une réaction sur Twitter d'une personne de la salle qui me demande est-ce que, au niveau politique, le fait de s'engager, est-ce qu'on ne récupère pas l'étiquette de militantisme, et ce qui est plutôt plus mal vu dans la société qu'un simple engagement qui peut être associatif ou humanitaire? Je suis quelqu'un qui combat les étiquettes de dérision qui sont jetées sur les responsabilités publiques. Bien entendu, il ne m'échappe pas que la politique, au sens le plus banal du terme, n'est pas toujours le lieu où les qualités humaines sont respectées et où les efforts humains grandissent. Mais c'est comme dans tous les autres métiers. Il ne faut pas non plus faire de la responsabilité globale un bouc émissaire décidément trop facile. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça ne me gênerait pas, et ça ne m'a pas gêné de devenir militant. Alors, j'ai un peu triché, parce que s'occuper des affaires européennes, ce n'est pas exactement coller des affiches pour une élection municipale. Mais même, quand bien même ce serait cela, il me semble que c'est tout à fait aussi respectable. Ça veut dire qu'on choisit une équipe au nom de l'idée qu'on se fait de ce que cette équipe va apporter à un projet. Alors, je sais bien que là-dedans, il y a des gens qui veulent aussi manger dans le fromage, comme dans toutes les entreprises, où celui qui est au-dessus, le petit scarabée, essaye de manger le grand scarabée. C'est la vie humaine, c'est la communauté humaine, mais on peut mettre des idées plus fortes que nos petites ambitions sur ces choses-là. Et je ne conçois pas, pour ma part, moi, qu'une vie ne soit faite que de préoccupations personnelles. Mais quel ennui si vous passez une vie à vous occuper simplement de votre cellule. Franchement, vous verrez, c'est un cas de neurasthénie rampant. Il y a un moment où il faut avoir des choses plus importantes que soi-même. Ce que j'ai bien aimé dans l'engagement, c'est que ça me rendait un peu meilleur que moi-même et à façade ouverte, dévoilé. Parce que, d'une certaine manière, je peux le dire aussi, je gagnais bien mieux ma vie quand j'étais journaliste, on va dire avec une certaine expérience, que maintenant. J'avais une vie plus facile, je n'avais pas besoin de me lever à 5 h du matin dans un froid d'hiver pour aller voter à 8 h 30 à Bruxelles, ce qui est un truc de paranoïaque. D'ailleurs, parfois, on pourrait faire autrement quand même. Tout de même, je le fais parce que j'ai le sentiment de participer à la construction de quelque chose que j'estime vraiment absolument indispensable pour ma famille, pour mes amis, pour ceux que j'aime et pour ce continent et pour l'histoire de ce continent dont je viens, dont je dépends, comme vous tous. Et on ne peut pas rester dans son coin au chaud et voir dans la rivière passer les cadavres du malheur, des choses qu'on n'a pas faites. Et c'est une vie qui n'a pas de sens. Et vraiment, je vous en ouvre la cage, comme disait Prévert. Si vous avez des ambitions pour vous qui sont démesurées, c'est formidable. Il y a tellement de gens dont les ambitions sont mesurées. C'est formidable. Anne-Sophie Panseri, c'est quoi cette forme d'engagement pour vous? L'engagement, pour moi, c'est une source incroyable d'épanouissement aussi par les gens que je rencontre, par les échanges que j'ai. J'ai l'impression que ça me fait grandir, que c'est mon mode de fonctionnement absolument vital. Et je pense que je donne autant dans l'entreprise, dans mon entreprise, parce que j'ai cette source de régénérescence constante. Et après, je pense qu'on s'engage aussi vis-à-vis de valeurs qu'on veut défendre. En tous les cas, moi, je suis dans cette perspective-là. Et que la cause de l'engagement des femmes, sur le réseau des femmes chefs d'entreprise, en fait, notre engagement, c'est de prendre du mandat, des mandats patronaux, donc au travers tribunal de commerce, chambre de commerce, URSSAF, Prud'homme, tout ce qui fait fonctionner nos entreprises,
Et je sais pas, c'est comme une drogue, quoi. Je me pose même pas la question, je répartis mon temps. J'ai l'impression que plus j'en fais, plus je suis proactive, plus je suis heureuse, plus je rayonne. Et je pense que ça fait partie de ma construction, de mon bonheur aussi. Enfin, voilà, c'est presque naturel chez vous, quoi. Ouais. Enfin, je pense que tous les gens qui s'engagent, de toute façon, ni on compte, ni on est... Enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes engagées dans la salle. Voilà, on part dans une passion ou dans quelque chose qui nous paraît juste. Chacun va trouver la raison du pourquoi, du comment, mais voilà. Après, effectivement, j'applique des règles de conduite dans l'entreprise et dans l'industrie. La parité, c'est pas simple à tous les niveaux parce que l'éducation n'était pas non plus très équilibrée sur certains métiers, on va dire. Donc, il faut arriver à capter, à former, voilà, pour que l'égalité ne soit pas non plus réservée à des pans de métier. Ce qui m'intéresse, c'est le transverse dans l'entreprise et qu'on puisse réfléchir autant dans les ateliers de câblage que dans les ateliers de production. Voilà, de pourquoi il n'y a pas de femmes en production, pourquoi il y a très peu de femmes câbleurs. Et ça fait grandir tout le monde parce que finalement, c'est dans l'intérêt de l'ensemble du groupe de l'entreprise qui est pour moi l'élément fondamental. C'est que quand on réfléchit à l'égalité dans l'entreprise, les hommes sont 100% gagnants dans cette démarche-là. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'entreprise, quoi. C'est tous ensemble. Bérangère avait une question. Oui, alors en fait, je me demandais si aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est très individualiste. Et est-ce que les jeunes d'aujourd'hui auront toujours cette foi dans des projets d'engagement collectif, en fait? Tiens, curieux de savoir aussi si vous estimez, je commence par vous, Emmanuel Pollan, mais pour prolonger la question de Bérangère, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une société, on le dit souvent, justement égoïste? Moi, je pense que effectivement, on peut dire que la société peut apparaître comme égoïste, mais le résultat de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, justement, se tournent vers autre chose et qui portent un regard sur le monde en se disant quel va être mon chemin, mais mon chemin dans un collectif global. Et les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à ça. Je sais que moi j'ai un fils qui a 15 ans et qui a un réseau social de 300 amis sur Facebook qui sont partout sur la planète. Bon, le hasard a fait qu'on a voyagé beaucoup et qu'il a construit ce réseau-là autour des voyages. Mais le regard qu'il porte sur la planète n'est pas celui d'un Français en France. Il porte le regard sur la planète avec des amis au Népal, aux États-Unis, en Afrique, en Inde. Et ça change complètement le rapport aux choses. Et quelque part, quand on nous parle de globalisation aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend au niveau de l'économie. Et je pense que chez les jeunes, il y a une ambition de faire de ce mot, non pas un mot économique, mais un regard porté sur le monde qui permette, au travers d'autres cultures, de se dire que c'est possible d'envisager la richesse autrement, que c'est possible de regarder le monde sans être toujours tourné sur le CAC 40, que c'est possible d'imaginer qu'on puisse être heureux sans argent. Et du coup, quand on revient chez soi, qu'on a le bénéfice du confort, mais qu'on n'a pas l'idée d'être attaché à la perte forcément de ce confort, on regarde les choses avec plus d'allant et on est en capacité de participer à une construction tout autre de la société dans laquelle on est. Jean-Marie Cavada, même question de Bérangère. Alors, les signes, les outils avec lesquels nous vivons, se sont de plus en plus individualisés. On est passé de moyens de transport un peu collectifs à la voiture, et puis etc. On a segmenté. Chacun organise sa vie avec des outils qui individualisent. Je ne parle naturellement pas de tout l'univers numérique, parce que ça, c'est une évidence que l'univers numérique nous amène à focaliser seul vers un objet, seul ou en partage parfois, mais enfin sur des objets, pour l'accès aux biens matériels comme pour l'accès aux biens intellectuels ou de connaissances. Mais je crois que ceci secrète quelque chose de tout à fait important, parce que cette, je dirais, individualisation des moyens d'existence appelle une collectivisation du comportement ou des modes de pensée. Et donc je pense que ce sont deux mouvements qui se croisent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous vivons dans un monde où plus que jamais, les aspirations
des humains, et notamment des jeunes gens, qui est de bouger, d'aller voir le monde, comme on le dit quand on est jeune ou comme vous venez de le dire. Eh bien, maintenant, c'est une possibilité absolue. On avait quelque chose d'exotique il y a une 50aine d'années ou une 30aine d'années, à aller prendre des risques pour aller se balader, je sais pas où, au Népal. Ou, bon. Maintenant, c'est vraiment c'est EasyJet à $78 et c'est réglé. Hein, et on travaille en été, enfin je raconte n'importe quoi, mais je veux dire, les moyens d'accès au monde sont devenus extrêmement importants. Ce qui ne fonctionne pas bien, me semble-t-il, parce que probablement les lieux, les réceptacles de la collectivité ne sont pas tournés vers ça, c'est d'en tirer un enseignement, je dirais, ultra mondial. En réalité, souvent, le jugement des individus sur la cité a tendance à se refermer en même temps que leur curiosité s'ouvre. Et c'est vrai non seulement pour les jeunes, mais c'est vrai aussi pour la société des adultes. L'un des grands dangers du confort et des périls qui nous habitent actuellement, économie, etc., c'est ce que j'appelle le poujadisme mondial, c'est-à-dire il fait bien meilleur à l'intérieur de nos frontières qu'ailleurs, qui est un danger absolu, qui est une gale absolue, un danger qui d'ailleurs menacerait le fonctionnement, l'équilibre de la démocratie. Il faut veiller à ça, et ce sera notamment le savoir-faire des jeunes générations. Enfin, c'est pas que c'est à eux de tout faire. Je ne fais pas beaucoup de différence dans l'estime que j'ai entre les jeunes et les moins jeunes. Simplement pour vous, les métiers sont neufs et naturellement, les jeunes gens, ils entrent dans la vie collective, ils entrent dans la vie publique d'une certaine manière, que ce soit par les organisations civiles ou autres. C'est le principe du regard neuf, en fait. C'est le principe du regard neuf. Alors, on n'a jamais, pour me résumer, été aussi facilement à portée de tous les coins du monde. Il faut que la pensée qu'on en retire élargisse, lutte sans cesse, un peu comme, je dirais, comme je parlerai de la paix, c'est-à-dire que la paix n'est pas naturelle dans les collectivités. Le sort des tribus, c'est de se battre. La nature des individus groupés, c'est plutôt d'être belliqueux que d'être pacifique. Il faut un niveau d'intelligence, de civilisation, je n'ai pas dit de culture, de civilisation important pour accepter l'idée que c'est bien plus intéressant d'échanger avec autrui que d'aller lui piquer son camion ou sa charrette ou son bœuf. Et cette chose-là doit être maintenue de façon très forte par ceux qui se sentent une mini-responsabilité. On ne mesure pas combien on confectionne son bonheur en veillant à celui d'autrui. C'est vraiment très important ce que je suis en train de raconter d'une façon un petit peu, les uns diront lyrique, les autres diront maladroite, mais moi je sais de quoi je parle et j'y tiens beaucoup. C'est vraiment très important ça. Plus vous regarderez l'extérieur, plus vous aurez à consolider l'intérieur de vos cercles. Peut-être la ville, la famille, le pays, enfin je ne sais pas quoi, hein, partout là où vous voudrez agir. En fonction de son engagement. Oui, c'est-à-dire au sens profond d'engager. Engager, c'est quoi au fond? C'est mettre un morceau de soi-même au bénéfice d'autrui. C'est vraiment ça. Après, vous pouvez l'enrober de tout un tas de périphrases, mais c'est vraiment ça. C'est ne pas consacrer ses efforts qu'à soi-même. Consacrer une partie de ses efforts à autrui. Anne-Sophie Panseri, est-ce que justement vous ressentez cette espèce de dichotomie entre un monde totalement ouvert et une société qui se replie sur elle-même, justement? Non, pour moi, c'est un débat d'intergénération. Tout au long des siècles et des siècles, on a toujours franchi ça. Pour moi, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, hier, Socrate en parlait déjà 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, non, moi, je pense qu'il ne faut pas faire le débat sur des différences. Je pense que voilà, il faudra toujours apprendre à vivre ensemble. Il y aura toujours des différences et c'est ce qui fait la richesse du monde. Donc, non, voilà, enfin, moi, je ne le vois pas comme une opposition, comme une nouveauté de nos relations avec les jeunes. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis que nous avons davantage accès et qu'il faut donc veiller à ce que nous ayons davantage de regard altruiste. C'est tout simplement ça. Que ce soit une histoire aussi vieille que le monde et que l'animal à deux pattes qu'est l'homme, l'humain, j'en suis totalement d'accord. Il y a un étudiant qui est justement plutôt pas d'accord avec vous et qui demande justement s'il ne faut pas une part d'ego pour s'engager. C'est vrai, bien entendu. Je veux dire que faut puiser dans son énergie ou se faire de soi-même et de la place que nous voulons acquérir dans l'action publique, dans la cité, dans les ONG ou dans une certaine idée de son volontarisme. Donc c'est vrai. Mais vous savez, l'ego n'est pas un moteur déplaisant pour une partie. Ça n'est déplaisant que si, je dirais, il n'y a pas de projet derrière. L'ego pour l'ego, bon, ce que j'appelle moi, le tout à l'ego, là en effet, c'est pas intéressant. Mais l'ego placé dans une action publique, dans une action collective, qui regarde quelque chose d'autre que soi-même, c'est-à-dire autrui, bien sûr qu'il en faut. Heureusement d'ailleurs.
le fait que toutes les difficultés que notre société puisse rencontrer actuellement, ça, d'un certain côté, ça puisse être un frein à l'engagement de certaines personnes, notamment au niveau des jeunes, et ça puisse favoriser les gens à se refermer sur eux-mêmes et à être moins enclins à aller vers les autres. Et je voulais lever ce point-là et solliciter un peu votre avis là-dessus. Si vous pensez ça, enlevez ces barrières-là et allez-y. C'est-à-dire que si à 20 ans ou à 25 ans, vous ne prenez pas d'assaut la vie et que vous laissez enfermer par les petits problèmes de la crise, vous vous en sortirez pas. C'est-à-dire que la vie ne vaut que par ce qu'on en fait. Donc c'est à votre âge qu'il faut se jeter à l'eau. Comme disait Coluche, si tu sais pas nager, jette-toi à l'eau. C'est le moment. L'idée qu'on puisse penser que le monde s'arrête à ce qu'on nous explique, c'est impossible. Vous êtes jeune, c'est à vous de construire votre vie, c'est à vous de construire le monde de demain. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, en France, n'est pas forcément simple. Mais pour le coup, dans d'autres pays, ça l'est beaucoup plus. Donc, allez chercher des pays plus ouverts sur l'intergénérationnel qui vont vous apprendre à regarder le monde sous un autre angle et qui vous permettront de ramener chez nous, peut-être, dans un pays qu'on a appelé parfois la vieille Europe, des choses nouvelles qui puissent nous permettre de nous réouvrir sur le monde. Moi, j'ai été pendant 20 ans un petit ambassadeur de la France. Dès qu'on vit à l'étranger, on est un petit ambassadeur de la France. Et ce que la France a encore comme image à l'extérieur, c'est le pays des droits de l'homme et un pays ouvert sur le monde. Et quand on rentre en France, on a l'impression qu'on est dans un pays fermé sur le monde. Donc aidez-nous à réouvrir notre pays sur le monde. Je voudrais casser un peu de porcelaine, si vous me permettez, monsieur, à la lumière de votre question. On raconte un nombre de sornettes, de clichés, d'à peu près, qui sont vraiment consternants pour, je dirais, la dignité humaine. Alors, par exemple, je suis presque persuadé que beaucoup d'entre vous pensent que vous vivez une génération vraiment vouée à la difficulté. Sacrifié, disent certains. Sacrifié. Eh bien, justement, allons-y. Bien sûr, les choses sont économiquement, donc du point de vue de l'emploi, qui est quand même une donnée très importante de la vie dans la société, actuellement plus difficiles que 2 générations auparavant, et que pour faire facile, que ma génération quand nous sommes entrés sur le marché de l'emploi, puisque c'était les, entre guillemets, 30 glorieuses. Bon, ça c'est vrai. Cela dit, ne croyez pas que c'était comment dirais-je, que le métier, le boulot, le job était au bout de la main comme ça. On ne frappait pas une porte et un contrat tombait. Moi, dans mon métier, par exemple, sortant de la fac, j'ai été précaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui même pas un CDD, puisque c'était des piges, pendant 7 ans. Donc, c'est pas si simple que ça. Croyez-vous que les gens qui avaient votre âge au siècle dernier, qui n'est quand même pas si loin, et au milieu des années 30, entre les 2 guerres mondiales, ont eu la vie facile? C'était une horreur. Le pays était au ralenti, les hommes avaient été matraqués par la Première Guerre mondiale, l'économie était en extrêmement mauvais état, la politique partisane était d'une violence qui cassait tout ce qui marchait parce que les ambitions de conquérir le pouvoir des uns empêchaient les autres d'avancer, etc. Ne croyez pas que ceux-là ont été plus heureux que vous, c'est pas vrai. Je voudrais donc vous débarrasser de la tête l'idée que vous êtes vraiment l'ali des jeunes générations, qu'on a fait tomber tous les malheurs du monde sur votre tête. Tout ça, c'est des foutaises de gens qui ont mal au foie ou qui sont vraiment mal lunés ou qui, non, naturellement, non. Ce que nous n'avons pas, il faut aller le conquérir. Et franchement, je vois que le discours ambiant est extrêmement suicidaire. C'est vrai que plus il y a d'informations, plus les trains n'arrivent pas à l'heure, c'est bien connu. Hein. Et d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que... Et c'est un ancien journaliste, patron de presse et autres qui vous parle. Je ne suis pas persuadé que l'accumulation des chaînes d'information contribue à l'information. Je suis même exactement persuadé du contraire. Il n'y a plus aucune fonction analytique s'adressant au cerveau. Et aujourd'hui, un chien qui renverse un autobus fera la une de l'ouverture des journaux plutôt que les 250
morts en Inde ou la crise économique dans laquelle nous vivons sur tel ou tel aspect. Il y a une singerie dans l'information, notamment celle qui est spectaculaire, qui est quelque chose de désopilant et même à la limite assez triste parce qu'elle détricote le sentiment d'appartenance collective. Et ça, c'est à vous, avec des cerveaux, d'y être, comment dirais-je, vigilant, d'y être sourcilleux. Il faut faire très attention à ça parce que l'information en question, c'est quand même là où on se nourrit. Le matin, on ouvre tous la radio, ensuite Internet, quand c'est pas l'inverse. Et non, nous avons besoin que les cerveaux humains jouent leur rôle critique sur le bruit informatif ou supposé tel qu'on entend. À vous de replacer les hiérarchies d'importance. Mais ne croyons pas un instant que cette génération, elle est sacrifiée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plus difficile du point de vue de l'emploi, ça c'est vrai. Mais en même temps, le monde est ouvert. Donc je pense que le sentiment que je vous invite à avoir, c'est que vous êtes les maîtres du monde et que si ça ne se voit pas tout de suite, ça va se voir très rapidement. Et qu'on en a besoin en plus. Par conséquent, ça ne peut pas être une invitation gratuite. On en a besoin. C'est votre tour. Le plat est là. À vous maintenant de piocher dedans et de le changer si vous voulez le changer. Ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est inversement proportionnel. Je pense que, moi, quand je le vois dans ma façon d'être dans l'entreprise, plus on est au fond du trou, plus on ressort gonflé à bloc. Et je trouve qu'on va au fond de notre propre énergie, de ce qu'on peut sortir, et on décuple nos forces dans des actions positives. Donc, je pense que vous avez tout à jouer. Je pense qu'il faut changer notre mode de vision. Il faut voir uniquement le verre à moitié plein. Il faut être enthousiaste, créatif. Il faut arrêter d'être dans un univers à se morfondre. Voilà. Et puis la vie, elle est devant nous et devant vous et encore plus que devant moi d'ailleurs. Et non, enfin, c'est notre façon, c'est notre pensée qu'on doit modifier justement, je pense, dans cet environnement un peu malmené, mais en tous les cas, enfin, je pense que toutes les cartes, on les a en main et c'est notre destin qu'on doit prendre en charge, c'est tout. C'est le défi, vous le portez dans vos mains, à vous de voir ce que vous voulez en faire et puis foncez. Oui, le titre de la conférence s'appelait « Le contrat entre les jeunes et la société est-il rompu ?» Voilà. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu sur ce sujet-là et non pas de l'engagement ? Il me vient quelque chose qui avait cours il y a 1 an ou 2. On disait que certains pays traitaient leur jeunesse comme un problème et d'autres le traitaient comme une ressource. Et j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Pour moi, rupture, non, pas du tout. Pour moi, on a un atout majeur, c'est notre taux de natalité, parce que ça sous-entend quand même qu'on construit un avenir porteur. C'est riche dans un pays de voir sa population se développer comme ça. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui manquent à nos jeunes aujourd'hui. Pour moi, 2 éléments sur lesquels il faut de façon évidente travailler, c'est de pousser, mais d'une façon beaucoup plus accrue, l'apprentissage, parce que pour moi, c'est un mode de fonctionnement entre les jeunes et l'entreprise qui est absolument d'une force de développement pour les deux, incroyable, et je trouve qu'on est beaucoup trop loin en France par rapport à d'autres pays, mais voilà. Pour moi, c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment le lien et l'unité et la continuité de ce que l'entreprise aussi peut permettre aux jeunes, à l'épanouissement. Et c'est un grand morceau de notre vie, notre vie professionnelle, donc il faut vraiment savoir où on va. Et je pense que ce mode de formation est vraiment à mettre beaucoup plus en valeur dans notre pays. Moi, je vais parler d'un sujet sensible, parce que ça m'a touché dans ma vie à plusieurs endroits, c'est les suicides. Pourquoi je parle des suicides ? Parce qu'on parle toujours des accidents de la route, on nous emmerde avec les accidents de la route, mais on ne parle jamais des Deuxième suicides. cause de mortalité chez les jeunes. Absolument. Et après la route, justement. Et dans ce cadre-là, on peut dire que le contrat social est rompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai questionnement dans la jeunesse de savoir, mais qu'est-ce que je fais là ? Et je pense que le politique, au sens noble, c'est-à-dire toute l'action de la construction de la société doit se reposer la question de la place de la jeunesse dans la société française, européenne, mondiale, et qu'aujourd'hui,
la construction de l'individualisme et la construction d'une forme d'égoïsme amènent les plus âgés, dont je fais partie, à travailler pour eux. Et bon, moi j'ai eu la chance pendant 20 ans de travailler exclusivement pour les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de volontariat de service civique à l'international. Et mon plus grand salaire, c'était quand un jeune me rappelait 2 ans après son contrat pour me dire « ce que j'ai fait là, ça m'a propulsé pour ma vie entière, non pas pour gagner beaucoup d'argent, mais ça m'a posé dans la vie et je sais pourquoi je travaille et je sais pourquoi je fais ça. » Et comme l'ont dit certains jeunes en introduction, je sais pourquoi je construis une famille et je sais pourquoi j'ai envie de vivre pour mes enfants. Et donc le regard sur la rupture du contrat social, pour moi, n'est pas au cœur de la société aujourd'hui. Et ça devrait l'être. À charge pour les jeunes de le faire entendre, parce qu'il faut le faire entendre. Et le suicide, ce n'est pas le bon moyen de le faire entendre. Donc il y a matière à reconstruire un lien social, mais par contre, ça va être relativement urgent. Il faut faire très attention quand on parle de ces choses, parce que la littérature, et notamment celle du XXe siècle, est pleine de réflexions, de pensées sur l'inutilité de la vie au-delà de 20 et quelques années, c'est-à-dire au fond le désarroi qui petit à petit gagne dans la mesure où on pense où on va s'installer, on va s'ennuyer, on va servir à très peu de choses, et que l'élan, l'ardeur, voir Boris Vian, voir Jean-Paul Sartre, voir tous ces gens, c'est dans le printemps de la jeunesse qu'il donne la vraie vie d'une femme ou d'un homme, et qu'après, au fond, on se sédentarise, on devient médiocre. Bon. La littérature en est pleine. Le suicide a été vanté au XXe siècle, vanté, écrit comme une sorte de sublimation d'une vie de femme et d'homme. Et par conséquent, ça n'est pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que dans les causes du suicide, il y a la difficulté de rentrer dans la société et de s'insérer pour des jeunes. Ce qui est rompu dans le contrat, parce que je pense que des choses sont rompues, vous avez raison, et d'autres ne le sont pas. Ce qui est rompu dans le contrat, c'est la responsabilité sociale des aînés envers les générations qui arrivent. Non pas qu'il eût fallu leur faire un nid, un lit, non, ça ils le feront eux-mêmes, mais c'est qu'on va leur faire payer les largesses que nous nous sommes octroyées les uns et les autres, et ça c'est pas supportable. Mais il faut croire que quand même ça se supporte, puisque je vois pas de défilé de gens qui disent, parmi les jeunes gens, maintenant s'il vous plaît, vous allez un petit peu nous débarrasser de la dette que vous êtes en train de nous laisser, vous allez en payer une partie. Après tout, il y a des systèmes politiques, il y a des programmes, il y a des échéances, ou toute forme de, je dirais, d'organisation pour faire valoir cette pensée. Ça, c'est tout à fait une très mauvaise action qui a été non pas menée contre les jeunes, mais en faveur de ceux qui en ont bénéficié, qui en bénéficient, et qui vont évidemment, sauf miracle économique et un boom extraordinaire, qui vont laisser, voilà. Et pour l'instant, nous n'en prenons pas. Dans les années qui sont là, le chemin. Maintenant, franchement, moi, je ne suis pas quelqu'un d'absolument pessimiste. Je pense que quelque chose arrivera qui redistribuera les cartes, et il le faut d'ailleurs. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'à l'inverse de ça, le contrat de solidarité humaine envers les enfants est devenu plus fort que jamais. Il faut quand même regarder une chose qui est très claire. Depuis 2 générations, l'enfant est au centre de tout. Et c'est peut-être même pas un service qui lui a été rendu, parce que ça coupe un peu les ailes de sa propre expérience, de sa propre responsabilité, donc de son propre développement. Et on vit dans cette contradiction que nous choyons des enfants à qui on va demander de bosser pour payer en gros notre confort actuel et nos retraites. Voilà. À présent, on constate que l'engagement n'a plus de frontières géographiques. C'est directement lié à la mobilité qui est le résultat de la mondialisation. Ne pensez-vous pas que c'est un aspect positif de la mondialisation plutôt qu'une fuite de cerveau qui serait due à une rupture de contrat ? Évidemment, évidemment. Le tout, c'est d'en avoir suffisamment envie pour que les choses se mettent en œuvre et que ça se fasse dans un esprit de construction pour que vous n'ayez pas l'impression d'aller mettre en exergue ce que vous savez à l'extérieur de notre pays, mais qu'au contraire, vous appreniez de l'extérieur de notre pays et que surtout, ça vous permette de construire une autre image de ce qu'est la France, de ce qu'est l'Europe, pour que la mondialisation ne soit pas seulement une dynamique économique, comme je le disais tout à l'heure, mais que ce soit un enrichissement des jeunesses entre elles,
pour que la multiplicité des cultures n'amène pas une homogénéité de la pensée, mais au contraire une pensée diversifiée qui se nourrit de cette diversité. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le risque de l'engagement, justement, c'est pas une certaine tendance à l'uniformisation du mode de pensée dans un monde qui, au contraire, prône un certain individualisme chez les jeunes ? Alors, moi, je veux bien quand même prolonger cette question, parce qu'au-delà du fait que ça soit de la philo, etc., il y a quand même aussi, et on le voit bien, quand on ouvre, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marie Cavada, quand on ouvre son poste le matin, honnêtement, même nous qui avons été bercés de ça et nourris de ça pendant des décennies, aujourd'hui, au bout d'une demi-heure, on sait tout. Et qu'on passe d'une chaîne à l'autre, puisque nous sommes des zappeurs invétérés, on est en moins d'une demi-heure, on a un système totalement cloné, donc qui n'existe plus, Emmanuel Poilane. En même temps, j'ose espérer que les jeunes dans la salle, ils n'écoutent pas la radio et ils ne regardent pas le journal télévisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité sur Internet d'aller chercher l'information qui nous intéresse et de co-construire cette information. Attendez, excusez-moi, mais l'information qui nous intéresse, comment vous la trouvez dès lors que vous avez quand même des médias entre guillemets dominants ? Vous participez à la construction de l'information. Je publie des écrits de façon très régulière et j'avais publié un écrit au moment de l'attentat au Niger qui avait vu la mort des 2 jeunes Français, parce que je vivais à 100 mètres de l'endroit où ils avaient été pris. Et l'article que j'avais publié sur le Poste en France était retrouvé sur les médias de Kidal au Mali. Et j'ai des amis africains qui m'avaient téléphoné pour me dire « c'est incroyable, tu publies sur kidal.com ». J'avais jamais publié là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut construire l'information qu'on veut entendre. Il faut participer à l'information qu'on veut entendre. Par exemple, on parle du Mali beaucoup aujourd'hui. Je vais prendre un exemple sur le Niger. Le département de Bilma, qui est le grand département du Niger saharien, c'est 2 fois la superficie de la France, c'est 22 000 personnes. Donc on nous bassine avec des informations, allons chercher nous-mêmes les informations et surtout ne nous satisfaisons pas de ce qu'on entend à la radio et à la télé. C'est un peu provocateur, mais pour le coup... Dans le métier de journaliste, je ne suis pas le seul, loin de là, nous sommes beaucoup à avoir pris du recul dans la fabrication elle-même de l'information. J'ai créé, je le dis aux jeunes gens, ma vie de journaliste à la radio et à la télévision était surtout caractérisée par des magazines. Des magazines, c'est des endroits où on développe suffisamment pour avoir le temps de réfléchir. Et pas uniquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un chien renversant un autobus et 30 secondes à la radio ou à la télé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du début des années 90, j'avais quitté la France, je travaillais pour les Américains, pour une chaîne américaine dont j'étais responsable de l'implantation des bureaux en Europe, CBS pour ne pas la nommer. Et dans le cadre de mes relations avec mon employeur de l'époque, j'ai assisté à une conférence qui était absolument stupéfiante pour moi, qui était celle de l'équipe de chercheurs du CDC, le CDC de Atlanta, ceux qui avaient découvert le virus du sida, et qui étaient à New York en train de faire une conférence pour dire qu'on avait découvert un virus dont on ne savait pas d'où il venait, dont on ne savait pas comment il frappait. On avait simplement remarqué qu'il touchait prioritairement, et probablement pour des pratiques sexuelles, la communauté des homosexuels, notamment de Californie, et on n'en savait pratiquement pas plus. Et je suis retourné l'année suivante à la même conférence, de la même équipe, mais cette fois à Atlanta, puisqu'ils étaient d'Atlanta. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? Que les malades en savaient plus que les médecins. Alors j'ai pris une décision. Cette année-là, nous étions en 1983, que quand je reviendrai à la télévision française, puisque j'étais parti me former pour d'autres choses que je voulais voir, parce que je m'ennuyais un peu dans mon pays et le ronron de la télé. Ayant réussi très jeune ces choses, j'avais envie d'autre chose. Donc ça, c'est un sentiment normal, hein, d'aller voir, d'élargir, de prendre plus de responsabilités et de faire des choses nouvelles un peu. Et donc j'ai pris une décision que si je refaisais un magazine, il y aurait, sur le sujet que l'on traite, au moins autant de gens qui connaissent ce sujet parce qu'ils le vivent que de spécialistes du sujet qui réfléchissent dans les bureaux. Les vivants et les sachants, quoi. Les expérimentés et les sachants, exactement. Et c'est à partir de là que j'ai construit, pour ceux qui sont un peu aînés, cette émission qui s'est appelée La Marche du siècle et qui a duré une quinzaine d'années, où toujours, les gens vivant une expérience avaient une parole plus importante que ceux qui étaient capables de l'analyser. Non pas parce qu'il valait moins, mais parce que la parole
L'information dont vous faites, j'aime bien ce que vous avez dit, parce que l'information, elle est dans les nuances, dans ce que le grand système d'information n'a pas le temps de nuancer ou de dire. Et quand vous dites « allez chercher votre information », c'est un réflexe très important de sauvegarde presque humain. Et je trouve qu'une information d'un citoyen ou d'une citoyenne bien faite, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe parce qu'il a entendu les grosses sirènes, éventuellement, mais qu'il s'en méfie tellement au point qu'il va aller vérifier des points, chercher des contradictions, écouter des témoignages qui nuancent, parce que la vérité, elle ne tient pas en 3 lignes, la réalité, elle ne tient pas en 20 minutes, c'est pas vrai. Moi, j'ai très confiance dans l'humanité, parce que la masse des auditeurs, des spectateurs ou des lecteurs d'Internet, elle a un poids, même par le silence, qui corrige, je dirais, les errances des systèmes. J'ai très confiance en ça. Si je le rebascule dans la sphère de l'entreprise, nous, chez Maviflex, on a interdit les réactions à chaud de mail. Voilà. Donc on s'est mis un code de conduite, on attend 24 heures avant de répondre à un mail où on se sent agressé. Parce que je pense que justement, il faut qu'il y ait ce contrôle de l'information qui rentre et qui agresse. Et on est tellement dans l'instantané de l'info qui vient comme ça, que tous ensemble dans l'entreprise, on a dit mais finalement on est en train de tous se bouffer les uns les autres parce qu'on n'a rien contrôlé de ce qui rentre comme information. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire? Est-ce que le mot qu'il a employé correspond à sa pensée? Et il faut du temps un peu pour prendre ce recul et cette analyse. Donc ça veut dire qu'il faut des déontologies aussi de mode de fonctionnement pour que on prenne un peu du recul de cet immédiat qui fait notre quotidien. Est-ce que cette société est encore aujourd'hui capable de répondre aux interrogations justement de cette jeune génération, qu'on appelle la génération Y? J'ai eu malheureusement l'occasion de vivre dans des pays en révolution, notamment à Madagascar en 2009, quand le pays s'est écroulé. Et quand on vit dans un pays en révolution, le monde s'arrête, on a l'impression que tout est fini et la vie reprend. Et quand la vie reprend, on se rend compte que tout ce qui nous semblait insurmontable se fait de façon totalement différente et que la capacité de l'adaptation de l'humain est sans limite. Mais par contre, moi, si j'ai un espoir, c'est qu'on arrête d'être obligé de passer par la case guerre, révolution, chaos, pour être en capacité de se dire on peut changer les règles par nous-mêmes, on peut construire le monde dont on a envie en se disant arrêtons de penser que ce n'est pas possible parce que ça nous semble différent de ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc, si j'ai un espoir dans l'engagement, c'est qu'on puisse s'engager à construire un monde meilleur de notre propre volonté et en arrêtant de le faire à la fin d'une guerre. J'ai eu le privilège de travailler avec Danielle Mitterrand pendant 3 ans. Et quand elle me racontait la construction de l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les résistants d'Europe se réunissaient dont elle faisait partie, pour poser les premières pierres de l'Europe, elle me disait toujours l'Europe des peuples s'est construite parce qu'on sortait de la guerre. Jamais ils auraient permis de construire cette Europe-là si on ne sortait pas de la guerre. Soyons plus intelligents. Et imaginons construire un monde différent sans passer par la case-guerre. Non, moi je pense qu'on est dans une autre guerre, c'est une guerre économique et qu'on est en train de rebâtir un autre modèle. Moi je suis persuadée qu'on est en train de casser l'organisation économique qu'on avait. Et ça fait 3 ans qu'on construit quelque chose d'autre et que l'entreprise est en train de se transformer, que l'approche du monde est différente, qu'on est sur une génération qui est complètement ouverte, que le monde universitaire ouvre au monde aussi. On ne l'avait pas du tout à notre génération. On n'allait pas faire la moitié d'une année à l'étranger. On n'avait pas toutes ces opportunités. Et moi, je suis sûre que cette génération, elle nous emmène sur un autre modèle d'équilibre. Voilà. Je voudrais vous dire que moi je suis aussi persuadé que nous ne sommes pas dans une crise, mais que nous sommes dans un changement et que comme on est sur la plaque tournante, bien entendu on ne peut pas voir vers quoi nous allons. Nous savons seulement ce que nous quittons. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, les systèmes sont dignes d'être respectés
pas au-delà de sacrifier ce qu'on pourrait appeler l'humanité, les femmes et les hommes. Et que par conséquent, regardons ce que nous avons pour voir ce qu'on va pouvoir apporter dans le nouvel horizon. Ce que nous avons, c'est un continent homogène qui s'appelle le continent européen et qui est fait de façon extraordinairement étonnante et un des seuls au monde, pour l'instant de 27 et en réalité d'une trentaine de pays qui tous parlent des langues quasiment différentes. Enfin, il y avait quand même 24 langues différentes dans la future Europe continentale que nous allons avoir, si on y inclut le croate, le serbe et peut-être un jour le monténégrin, et sûrement un jour le monténégrin, et que toutes ces langues, bâties, émanant, surgissant de ces 25, 6, 7 cultures de ces pays, qui ont construit des systèmes politiques originaux, car nous avons les systèmes politiques au sens du gouvernement de la cité, de nos cultures, pas l'inverse, on n'a pas les cultures de nos systèmes politiques, nous avons les systèmes politiques de nos cultures. Eh bien, presque tous contiennent de la même manière, et en part, si ce n'est égal en tout cas, en ambition égale, plusieurs choses qui sont communes. Le désir de préserver les libertés individuelles, le désir de préserver les libertés collectives, parce que les uns et les autres, autant que nous sommes, nous les avons perdus et que beaucoup se sont tués pour les reconquérir. Nous avons tous l'idée que la culture est un élément aussi important que le sujet et que dans le monde matérialiste où nous vivons, il n'y a pas assez de gens qui le mettent en évidence ou qui travaillent à son expansion. Et nous avons tous aussi quelque part une empathie pour le reste du monde que notre curiosité, à travers les siècles, nous a amené à voir, parfois de façon heureuse, parfois de façon malheureuse, les conquêtes impériales et autres, et tous les pays de l'Union y ont contribué. Nous avons tous ces éléments communs. Et c'est extraordinaire de voir que autant de pays sur une masse continentale qui finalement est géographiquement limitée, concourent vers le même but, c'est-à-dire au fond, compter dans le développement, peser dans le développement de ces idées dont je viens de vous parler, les libertés, la prospérité, la reconnaissance de l'autre, etc. Et par-dessus tout, ne croyez pas que ce soit une vieillerie, la paix. La paix, elle est économique, comme vous l'avez dit, madame, comme elle pourrait être militaire. Et ce que vous avez de chance formidable, c'est que les atouts dont vous disposez aujourd'hui pour connaître et faire peser et partir à l'attaque du chantier à construire qui est celui qui n'est pas fini, de la stabilité du continent européen à l'aune de la règle que je viens de vous donner, le désir des libertés, le désir de culture, eh bien, c'est un chantier qui n'est pas fini et qui est entre vos mains. Et je vous dis ça parce que, pas uniquement pour prêcher pour notre paroisse du mouvement européen français, qui est le seul mouvement populaire, c'est-à-dire qui ne peut fonctionner que si des gens viennent et disent, ouvrent des débats, pèse sur la classe politique pour qu'elle soit plus courageuse et qu'elle avance dans la construction européenne. C'est un chantier extraordinaire, c'est le même d'ailleurs, dans une paix apparente, puisque ce n'est pas la paix des armes, puisque ce n'est pas la guerre des armes, c'est seulement la guerre, entre guillemets, seulement la guerre économique, mais c'est le même que les jeunes gens qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans et 20 ans au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ce chantier n'est pas achevé, nous sommes au milieu du gué, et il ne dépend que de vous, que les enfants que vous aurez, que vous adopterez, que vous ferez je ne sais pas quoi, dans 20 ou 30 ans, et le sentiment d'une certaine stabilité ou pas. Ne croyez pas que je suis en train de vous vendre une salade. Si la construction européenne ne s'achève pas, nous sommes condamnés à dépérir, parce que le monde nous broiera. Nous et nos valeurs, et on peut admettre qu'on mange moins, mais est-ce qu'il y a dans la salle une femme ou un homme qui veut admettre qu'il n'aura plus le droit de penser publiquement, de dire publiquement, de se réunir publiquement, d'aller voir ce qu'il veut au spectacle, de faire la fête dans la rue ou pas? Est-ce qu'il y a un seul individu dans cette salle qui dirait « Bon, ben moi, c'est trop difficile tout ça, tant pis, je vais m'en consoler ». Il n'y en a aucun. Je vous engage à prendre votre responsabilité, votre liberté, votre ardeur pour en faire quelque chose qui nous concerne tous. Et si on ne le fait pas à travers le monde, faisons-le sur notre continent. Ne laissons pas ceux qui veulent nous replier fermer les frontières de notre pays, et en tout cas celles de notre esprit. C'est un danger qui, toujours à travers les siècles, a existé. Et c'est ça votre responsabilité. Nous apportons les uns les autres notre petite pierre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde s'y mette, et en tout cas c'est votre boulot, c'est vraiment votre boulot, de ne pas être dolent, de ne pas être lâche, de ne pas être ce que nous pouvons être, des petits bourgeois tranquilles, hein. Après tout, ça n'ira pas si mal, mais de façonner avec ces ambitions-là un monde qui, sans ça,
ne vous garantira pas ni ces libertés, ni cette tranquillité. Hein. La paix, sous toutes ses formes, ça se défend. Et c'est des femmes et des hommes de bonne volonté qui y sont nécessaires. À travers les siècles, ça a toujours été comme ça. Vous regardez vos bouquins, vous allez voir. Internet vous dira également ça abondamment. Je vous remercie.